Vous dire qu'il n'y a pas de budget au Tchad. L'État tchadien, c'est la poche d'Idriss Déby. Il a un clan de 50 familles autour de lui, et ils font ce qu'ils veulent. Et on vient nous dire, en tant qu'avocat des droits de l'homme, sénégalais à San Diamandjoy, non, 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 mais attendez, le Tchad et Déby, ce n'est pas la même chose. Voilà comment fonctionnent des organisations de droits de l'homme respectables et qui font un travail formidable, mais qui, dans cette affaire de financement par le Tchad, d'achat d'une condamnation, mettent en place des dérives et des dérapages qui sont graves et que je dénonce ici. Et en définitive, on en arrive à quoi? On en arrive effectivement à un ciblage de la responsabilité personnelle de Monsieur le Président Habré. Et on voit très bien, en définitive, on voit très bien qu'on est dans un procès impossible, où tous les éléments sont extrêmement durs à collecter. Et donc on a pris une décision stratégique il y a quelques semaines, qui consiste à dire, bon, effectivement, manifestement, il n'y aura plus que le procès d'Hissène Habré. Donc on va mettre en cause sa responsabilité personnelle. On va réduire encore plus les faits. On va essayer de trouver des situations où, personnellement, M. Hissène Habré a été impliqué dans un acte de torture, dans le meurtre de quelqu'un. Et c'est là où on voit un certain nombre de journalistes impliqués, embedded, comme disent les Américains, dans ces convois des juges au Tchad, et qui vont interviewer des personnes. Hier, nous avions une audience devant la juridiction correctionnelle contre le journal L'Enquête, parce que l'un des journalistes a été interviewé, un témoin anonyme qui raconte n'importe quoi. Et voilà sur la base de quoi? Parce qu'on a, à travers cette déclaration, une responsabilité prétendument personnelle, puisque Hissène Habré aurait été présent lors de ces faits. Bien évidemment, on n'a pas, le monsieur s'appelle Mahamat, l'oncle, on ne donne pas son nom, les autres témoins sont morts. Et le journaliste qui viole à l'évidence l'ensemble des principes posés par le CNRA, accompagnant les juges du Tchad, voilà, nous avons poursuivi ces personnes-là, comme nous avons poursuivi M. Djekete et l'administrateur civil des chambres hier devant la même juridiction. Quelle a été notre surprise de savoir que l'avocat de l'administrateur, l'avocat de M. Marcel Mendy, était constitué comme avocat des parties civiles dans cette affaire. Encore une fois, il y a quand même un lien étonnant entre les parties civiles et l'administrateur. Ça veut dire que ces avocats sont quoi pour défendre l'administrateur? Ils sont payés par les chambres aussi? Donc nous avons un problème de fond dans ce dossier, qui est la collusion entre les ONG, avec des avocats qui sont à la fois avocats des ONG et avocats des victimes. Nous avons des nominations d'experts dans cette affaire. Les juges ne connaissent rien, ils ont enfermé le président Habré avant même d'enquêter au Tchad, avant même qu'il mette le pied au Tchad. Et ils ont désigné un expert historique. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent rien à la situation du Tchad. Et nous avons vu une désignation d'un expert, et on se trouve qu'à travers les vérifications qu'on a faites, cet expert a déjà fait des déclarations contre Hissène Habré. Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que dans cette affaire-là, il n'était pas bon de désigner un collège d'experts, au moins 3 personnes indépendantes, qui ont une vision du Tchad qui n'est pas partiale? Non, il a fallu qu'on désigne un monsieur qui a fait un rapport contre le président Habré. Et là encore, nous voyons la marque que dénonçait mon confrère Ndiaye d'un procès partial. J'ai parlé des témoins, j'ai parlé des experts et les victimes, les prétendues victimes. Voilà que, dans sa dernière déclaration, M. Mbacké Fall nous dit « Oui, mais là aussi, il va être très difficile d'amener les victimes. » On a parlé de 40 000. Rappelez-vous, en 2001, elles étaient 7. Devant la cour de la CEDEAO, elles étaient 200. Récemment, elles étaient 1000. Aujourd'hui, peut-être 3000. Maintenant, dans les rapports, on en est à 522. 40 000, 13 millions de Tchadiens, pas de témoins à décharge, des victimes. Et quand on écoute les témoignages d'un certain nombre de responsables d'associations, ils se plaignent de quoi? De ce qu'il y a des fausses victimes, des gens qui viennent réclamer de l'argent. Il y a un problème dans cette affaire qui est que les juges, quand ils sont au Tchad, ils enregistrent des témoignages de personnes. Est-ce qu'ils vont vérifier? Est-ce qu'ils font une enquête? C'est ça le travail d'un juge d'instruction? D'avoir pris le travail de l'ONG Human Rights Watch, couvert par les services de sécurité tchadiens, et de faire un petit PV dans lequel on entend cette prétendue victime. C'est ça un travail d'instruction, de vérification indépendante, impartiale, d'investigation d'un juge? Bien évidemment pas.
Je voudrais terminer ces observations en vous indiquant la chose suivante. Lorsque ce travail que j'ai dénoncé a été fait en 2001, on a eu la surprise de constater que cette reconstitution d'archives a été faite par M. Clément Abafuta, également. Je vais y revenir dans un instant. Mais surtout, elle a été faite par une certaine Mme Martine Schottmann, membre de la FIDH. Donc la FIDH est impliquée dans le travail de reconstitution des archives. Alors vous savez qu'il y a quelques jours, quelques mois, on a désigné un consortium pour faire de la sensibilisation, on va y revenir. Ce consortium est composé de 3 composantes, notamment Primum Africa Consulting, avec son manager général, M. Abdou Kadrello, dont on sait qu'il a servi de point de presse pour le Comité international pour le jugement équitable de Hissène Habré, qui est donc totalement impliqué. Quand il y avait des réunions du comité de pilotage au 23 novembre 2010 pour le jugement équitable de Hissène Habré, c'est lui, la personne de contact, c'est Abdoulo. On connaît ses liens avec Madame Touré, mais ça, ce n'est pas le plus important. La deuxième composante du consortium, c'est une association, RNC Justice et Démocratie, dont on apprend que la directrice du siège de Bruxelles de l'association RNC Justice et Démocratie est Mme Martine Schottmann. C'est-à-dire que ceux qui ont reconstitué les archives, et ça c'est vraiment le deuxième document important, ceux qui ont reconstitué les archives accompagnant les services de sécurité tchadiens sont aujourd'hui en charge et ont gagné le marché de la sensibilisation. Mais réveillez-vous là, il y a un problème. Et pire que ça, quand on voit qu'il y a quelques jours, Human Rights Watch sort un ouvrage où manifestement l'idée c'est de cibler la personne d'Habré. Cet ouvrage s'appelle La plaine des morts. Qu'est-ce qu'on y voit? Dans ce rapport, il est noté, lors de 2 missions communes au Tchad, etc., Mme Martine Schottmann, consultante, etc., etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Madame et Messieurs les journalistes, quand on nous parle de ce travail de sensibilisation pour informer l'opinion internationale, pour lutter contre l'impunité, où on fait les belles âmes pour démontrer qu'enfin un affreux dictateur va être poursuivi et jugé en Afrique, voilà comment on s'organise. On fait une enquête, on la manipule, on travaille avec les services de sécurité, on travaille avec le Tchad qui aujourd'hui envoie balader Macky Sall en lui disant « j'ai payé la justice sénégalaise, ça suffit, vous vous débrouillez avec Hissène Habré, vous le condamnez, j'ai payé pour ça ». Et on s'aperçoit que ceux qui vont faire la sensibilisation de ce procès parfaitement inéquitable, parfaitement impossible, sont ceux-là même qui ont fait l'enquête. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une impossibilité totale? Je terminerai en vous parlant de quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Ce sont les charniers. Parler des enquêtes, des témoins, des victimes, des experts. Il y a quelque chose dont on nous parle sans arrêt, parce qu'effectivement, ça nous fait penser, on parlait de l'anniversaire du Rwanda, on nous parle des charniers. Alors, sur ce point-là, moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, M. Mbaké Fall, qui n'a pas peur des mots, dans sa dernière déclaration, vous savez ce qu'il dit? Il dit tout le pays est un charnier. Franchement, il n'a pas peur, hein, il n'a pas froid aux yeux. Tout le pays est un charnier. Et nous ne prenons que des échantillons. Voilà. Donc, il va au nord, sachant qu'au nord, le pays était dirigé, contrôlé par la Libye. Je ne sais pas ce qu'on va déterrer là-bas, ou par des légionnaires français qui ont commis des exactions. On a un autre document, bon, je pense que vous l'avez vu au niveau de la presse, mais qui est quand même important. Pourquoi? Parce qu'il est signé par le commandant Marc Florent, qui a fait un certain nombre de missions au Tchad, et qui explique un certain nombre de choses, et qui dit qu'il a fait 2 interventions humanitaires au Tchad. Il a été témoin de plusieurs faits douloureux, en 79, en 80. Les militaires morts dans les champs de bataille sont enterrés dans des fosses communes, comme cela se passe un peu partout dans tous les conflits armés de ce genre. La périphérie de la capitale tchadienne présentait beaucoup de charniers. Il est évidemment impossible de distinguer les charniers des différentes factions. Au vu de ce qui précède, j'ai été surpris de voir avec quelle légèreté M. Reed Brody, membre d'une grande organisation, se livre à des actes de profanation de tombes, dans le seul but d'étoffer son dossier d'accusation. Il faut faire attention à l'exploitation abusive de ces charniers autour de N'Djamena et surtout le reste du territoire tchadien.
Ben oui, alors les échantillons, là, on va prendre quoi? On va prendre, excusez-moi, mais des morts, des militaires libyens. On va prendre quoi? On ne sait pas. Bon, c'est pas grave. Tout le pays est un charnier, donc on va retrouver quelques crânes et on va dire, bah oui, là c'est Hissène Habré. Et en définitive, qu'est-ce que dit ce commandant de l'armée française? Les populations tchadiennes aspirent à la paix, à la réconciliation, les règlements de compte tardifs sous couvert de la lutte contre l'impunité ne feraient que prolonger davantage le Tchad dans les ténèbres de la division. Et j'ai eu la surprise de constater, et là je me réfère à vous, journalistes, vous avez emmené M. Abaï Fouta, les responsables du journal, M. Abaï Fouta, et on s'aperçoit que dans ce récit qui a été publié sur les sites là, au mois de mars, le 29 mars 2014, M. Abaï Fouta, qui était celui qui apparemment était dans les prisons et qui allait ramasser des morts pour les enterrer dans des charniers, il n'est pas capable de retrouver les lieux. Il y a un changement total, et je passe la parole à mon confrère Diawara, qui consiste à faire d'un procès inéquitable et d'un procès impossible un procès virtuel, que l'on confie à un consortium de sensibilisation, parce que le procès, il est dans les médias. Je vous remercie. Journaliste, après la brillante intervention de notre confrère sur les conditions de ce procès qui se déroule au niveau des chambres africaines extraordinaires, j'ai l'habitude de dire souvent à mes confrères que je ne crois pas que pour rendre la justice qu'il faille aller chercher de l'extraordinaire. Je pense que le simple fait qu'on ait intitulé ces chambres extraordinaires, je pense, renseigne un peu sur de quelle justice il s'agit. Et je pense que mon confrère vous l'a démontré dans sa brillante intervention pour vous montrer qu'en réalité, il n'est pas possible qu'il y ait un procès équitable dans cette affaire, parce que c'est ce que j'appelle un procès à frontières. On veut faire un procès en évitant que ce procès ne dépasse certaines frontières qu'on s'est fixées au début. Et c'est pour ça qu'en réalité, ils ne sont pas concernés par retrouver la vérité judiciaire. Mais moi, je vais essayer de vous parler brièvement, d'ajouter encore des éléments qui prouvent que dans cette affaire, en fait, nous avons quelques petits problèmes. Je pense que notre client, le président Hissène Habré, avait décidé de ne pas participer au fonctionnement des chambres africaines extraordinaires parce qu'il ne reconnaissait pas la légalité et parce qu'il ne reconnaissait pas la légitimité. Et je pense que cela ne résulte pas d'une décision, disons, qu'il aurait prise sur un coup de tête, mais c'est une décision qui se fonde sur des éléments que je vais essayer de vous expliquer. Pourquoi on en est arrivé à la conclusion qu'il ne servait à rien de participer au fonctionnement des chambres africaines extraordinaires, parce qu'il ne s'agit pas d'un procès, parce qu'il ne s'agit pas de la justice. On va essayer de revenir un tout petit peu au niveau de la CEDEAO. Le président Hissène Habré était allé devant la CEDEAO, qui avait rendu un arrêt en disant que la justice sénégalaise ne pouvait pas juger Hissène Habré et que le Sénégal devait respecter l'autorité de la chose jugée qui s'attachait aux décisions qui ont été rendues par les tribunaux sénégalais. Et quand le président Abdoulaye Wade a porté l'affaire devant l'Union africaine pour que Hissène Habré soit jugé, le président Hissène Habré aussi avait saisi à nouveau la CEDEAO. Et la CEDEAO avait, dans un arrêt de 2010, dit que l'Union africaine, ni dans ses statuts, ni dans ses buts, ni dans ses objectifs, ne peut participer à l'administration d'une justice nationale ou internationale. En quelque sorte, l'arrêt de la CEDEAO avait dit à l'Union africaine, en tant qu'organisation continentale, après avoir regardé vos statuts, après avoir regardé les buts dont vous vous êtes fixés et les objectifs, vous n'avez pas le pouvoir de participer au fonctionnement d'une justice, qu'elle soit nationale ou étatique. Et
elle avait décidé que peut-être que Hissène Habré pouvait être jugé par un tribunal international à caractère ad hoc. Mais on s'est rendu compte que malgré cet arrêt qui a été rendu, et où l'État du Sénégal était parti, l'État du Sénégal s'est permis, malgré cette disposition qui disait que l'Union africaine n'avait rien à voir dans cette affaire qui était une affaire judiciaire, l'État du Sénégal s'est permis de signer un accord avec cette même Union africaine en disant « Nous allons signer un accord pour juger Hissène Habré en violation flagrante des dispositions de l'arrêt de la CEDEAO qui disait à l'Union africaine « Vous ne pouvez pas participer à l'administration d'une justice nationale ou internationale. » C'était la première violation de ceux qui nous parlent d'état de droit, de ceux qui nous parlent de respecter les décisions de justice. L'État du Sénégal venait pour la première fois de violer de façon aussi claire ce qu'on a appelé l'état de droit, une décision de justice rendue par la Cour de la CEDEAO. C'était le premier élément. Il a violé les dispositions de l'arrêt en acceptant d'intégrer l'Union africaine pour organiser le procès de Hissène Habré, nonobstant le fait où la Cour de la CEDEAO avait interdit à l'Union africaine de participer dans une affaire judiciaire. Et quand ils ont mis en place cet accord entre l'État du Sénégal et l'Union africaine, nous sommes retournés à la Cour de la CEDEAO pour lui poser la question, en lui demandant de nous dire si le Sénégal, en vertu de l'arrêt qui a été rendu en 2010, pouvait se permettre de mettre en place des chambres africaines extraordinaires sur la base d'un accord avec l'Union africaine, alors que vous aviez déjà dit que l'Union africaine ne pouvait pas participer à l'administration de la justice. Et vous savez, c'est ce qui a précipité ce qui s'est passé au mois de mai-juin 2013. C'est qu'on venait tout juste de quitter la CEDEAO, où on avait posé la question à la CEDEAO de nous dire si ce qui était en train de faire, ce que le Sénégal était en train de faire, était conforme au premier arrêt qu'il avait rendu et qui interdisait à l'Union africaine de participer à une affaire judiciaire. Si vous vous rappelez bien, c'est que nous sommes allés plaider en 2013, l'affaire a été mise en délibéré, nous sommes revenus au Sénégal, et je pense que c'est quand l'agent judiciaire est revenu au Sénégal que 15 jours après, un dimanche, le procureur général est allé chercher Hissène Habré, l'a gardé 48 heures, a fait un réquisitoire, il a été inculpé et mis sous mandat de dépôt. Et c'était une manœuvre. Le message était clair pour la CEDEAO en lui disant « Nous avons déjà commencé les poursuites. Hissène Habré est arrêté et mis en prison. » Et la stratégie, c'était d'essayer à ce que la Cour de la CEDEAO ne puisse plus être dans les conditions de rendre un arrêt, de risque d'être vue comme la juridiction qui empêche que justice se fasse. Et ce délibéré a traîné, a traîné, a traîné, et ils ont réussi à obtenir l'arrêt qu'ils attendaient. C'est que la même juridiction qui venait de nous dire que l'Union africaine ne pouvait pas participer à l'administration d'une justice nationale ou internationale, que Hissène Habré ne peut pas être jugé par la justice sénégalaise, et que peut-être il peut être jugé, mais devant une juridiction à caractère international. Cette juridiction à qui nous avions posé la question de nous dire est-ce que ces chambres africaines extraordinaires étaient conformes à la notion de juridiction à caractère international dont ils avaient déterminé comme étant la seule et unique juridiction de juger Hissène Habré. Quand nous sommes retournés pour leur poser cette question, ils ont gardé le délibéré et comme je vous ai dit, ils ont commencé les poursuites et la Cour de la CEDEAO ne pouvant pas peut-être se permettre de mettre fin à ce qui a été déjà initié,
a pris la décision la plus facile pour les juges. Quand vous ne voulez pas vous mouiller, vous vous déclarez incompétent. Et la CEDEAO venait de se déclarer incompétente sur une question qu'elle avait déjà soulevée. C'est elle qui avait dit « Hissène Habré ne peut être jugé s'il doit être jugé que par une juridiction à caractère international, ad hoc à caractère international. Et quand nous sommes retournés pour lui demander de dire si les chambres africaines extraordinaires avaient les caractères d'une juridiction internationale, d'une juridiction ad hoc à caractère international, la réponse est incompétente. Incompétente, pourquoi? Parce que l'État du Sénégal avait profité du délibéré pour commencer les poursuites et nous avons pensé, et la Cour de la CEDEAO a estimé qu'elle ne pouvait plus être perçue comme la juridiction qui empêche que justice de fasse. Elle s'est déclarée incompétente. Et là, c'était la deuxième violation. Après l'État du Sénégal qui violait l'arrêt de la CEDEAO qui disait l'Union africaine n'a rien à voir dans une affaire judiciaire, la deuxième violation, c'était la Cour qui refusait, comme par extraordinaire, après avoir rendu 2 arrêts dans cette affaire, à la 3e fois, elle arrive pour nous dire, cette fois-ci, je suis incompétente pour répondre à la question de savoir si les chambres africaines extraordinaires sont des juridictions à caractère international. C'est la deuxième violation. La troisième, on a dit que les chambres africaines est le résultat d'un accord qui a été signé entre l'Union africaine et l'État du Sénégal. Quand cet accord a été signé, une loi d'autorisation de ratification a été votée. Le Sénégal a nommé des juges et qu'il a commencé à fonctionner. En juin 2013, nous avons fait un recours devant la Cour suprême pour demander à la Cour suprême de vérifier si l'accord qui a été en quelque sorte signé entre l'État du Sénégal et l'Union africaine, est-ce qu'elle était conforme à la Constitution? Parce que cet accord, malheureusement, vous le savez, les accords internationaux ne peuvent entrer en vigueur au Sénégal que lorsqu'ils auront été ratifiés et publiés. Or, jusqu'à l'heure où on vous parle, l'accord de août 2010 entre l'État du Sénégal et l'Union africaine n'a jamais été ratifié. Et nous avons un recours pendant devant la Cour suprême pour leur demander de statuer sur la question de savoir est-ce que toutes les dispositions subséquentes à cet accord qui n'a pas été ratifié et qui n'est pas rentré en vigueur, est-ce qu'on pouvait se permettre de prendre des dispositions sur la base d'un accord qui n'a pas été ratifié, ni publié, ni ratifié par le président de la République, conformément à la Constitution? Nous sommes aujourd'hui en 2014, bientôt 1 an. Et depuis 1 an, cette procédure n'a connu aucune évolution. Jusqu'à présent, cette question n'a pas été enrôlée devant la Cour suprême. Et nous estimons que si on voulait que justice se fasse, nous pensons qu'il y a des procédures qui n'auraient pas pris autant de temps. Parce que quand une juridiction est en train de fonctionner et que quelqu'un est poursuivi et qu'il exerce un recours, je pense que pour une justice qui estime être une justice impartiale et qui fonctionne selon les principes universels de justice, aurait eu le temps, voilà bientôt 1 an, de statuer sur la question de savoir est-ce que cet accord qui a été signé entre l'État du Sénégal et l'Union africaine a été régulièrement ratifié conformément à la Constitution. Jusqu'à présent, 1 an après, on attend, Hissène Habré est là, il a été arrêté, mis sous mandat de dépôt. L'enquête se poursuit depuis 1 an et depuis 1 an, nous avons introduit cette procédure. Nous n'avons aucune suite, c'est au point mort. Voilà la troisième violation. La quatrième et dernière, c'est que, vous savez, le ministre de la Justice, je pense, notre cher confrère, on n'a pas à le présenter,